Alors moi, je vais prendre un exemple sur la RDC. Je ne vais pas seulement prendre la RDC, parce qu'il y a d'un côté la RDC, de l'autre côté le Congo-Brazzaville. Les deux pays ont des gros problèmes d'électricité. Et les deux pays sont séparés aujourd'hui par un fleuve, qui est le deuxième fleuve le plus puissant au monde, après l'Amazone. Donc, quand on se retrouve face à cette situation, avec un fleuve qui a une telle puissance, comment peut-on dire que demain, on a des problèmes d'électricité, alors qu'on pourrait en avoir en foison? Je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça. Bah, écoutez, c'est bon, un avis tout à fait personnel. Je ne sais pas comment les études se sont menées dans ces pays-là, mais ce que je parlais tout à l'heure de planification, d'études prospectives, aussi en termes de faisabilité, etc. C'est pas parce qu'on voit un cours d'eau que tout de suite on pense qu'il a les capacités de permettre de réaliser un barrage. Voilà, il faut qu'il respecte un certain nombre de critères techniques, etc., avec ce qu'on appelle les bassins versants, le niveau de chute, etc. Donc tout cela, c'est des éléments qui sont pris en compte. Mais ce que je sais en termes de culture, connaissant un peu le système, au niveau du Congo, il y a eu des études qui ont permis de définir que le fleuve là-bas permettait de produire une énergie abondante, qui pourrait même alimenter toute l'Afrique. Oh, voilà, toute l'Afrique. Toute l'Afrique d'une certaine manière. Il y a eu des projets qui ont été étudiés par rapport à cela, mais bien évidemment, aujourd'hui, il faut des moyens. Oui. Je l'ai dit aussi tantôt, vous planifiez, vous identifiez les investissements à réaliser. Après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des ressources financières pour réaliser ces investissements-là. Mais voilà. Je vous coupe 2 secondes, parce que vous avez dit quelque chose qui est hyper important. Le fleuve Congo, par rapport à ce que vous dites, il peut avoir cette capacité d'alimenter toute l'Afrique, si on met en place les barrages qu'il faut pour alimenter. Pourquoi aujourd'hui? Ça veut dire que ça pourrait même être une énergie de substitution, dans la mesure où il y a de gros problèmes techniques pour alimenter, j'ai envie de dire, peut-être pas toute l'Afrique, parce que sur le transport aussi c'est un autre défi, mais du moins d'alimenter quand même une grande zone de l'Afrique. Oui, absolument. Bon, je le dis, je ne connais pas le contenu des études qui ont été réalisées, mais dans les échanges qu'on a régulièrement ici et là, moi je sais bien qu'aujourd'hui ce fleuve-là a des potentialités énormes en termes d'alimentation. Mais encore une fois, les ressources financières pour bâtir. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre par ailleurs, il faut des moyens colossaux pour investir en la matière. Déjà pour réaliser des barrages avec la puissance souhaitée, et ensuite réaliser les lignes d'interconnexion, les lignes électriques et les lignes d'évacuation, transport d'énergie, pour amener cette énergie produite vers les localités qui en ont besoin. Mais bon, l'Afrique aujourd'hui a l'argent. C'est pas l'argent qui manquerait à l'Afrique de mettre ça en place. Ou on va encore aller dire qu'on va aller chercher chez les autres l'argent. Mais vous voyez, tout est question aussi de priorisation. L'Afrique a l'argent, je n'en suis pas tout à fait convaincu. Ça n'engage que moi. D'accord. Ça n'engage que moi. Bon, on regarde le fonctionnement, vous voyez que les institutions financières internationales interviennent énormément en Afrique. Alors, contrairement, vous verrez rarement une information dire que la Banque mondiale a octroyé par exemple 100 millions de dollars à la Belgique ou à la France, etc. Alors qu'en Afrique, c'est régulier. Pour dire que la Banque mondiale, le FMI, etc., la BAD même aujourd'hui, l'Union européenne, la BEI, etc., ce sont des prêts quasi réguliers qui sont accordés à l'Afrique. Et ça aussi, c'est un coût. Ça a un coût. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez tout cela, ça veut dire que l'Afrique elle-même n'a pas les moyens de se prendre en charge en perso pour financer un certain nombre d'investissements. Ça peut se faire, mais il y a beaucoup de recours. Ça n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de recours aux institutions financières internationales, et ça aussi, ça a un coût. Ça a un coût. Bon, ça n'engage que moi, mais il y a bien des spécialistes qui y travaillent régulièrement. L'Afrique a identifié, je pense en général, tous les besoins d'investissement. Et les besoins sont importants. Il y a les besoins sociaux. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, si vous regardez l'investissement, il faut que derrière, vous puissiez avoir un retour sur investissement important. Quand je prends une localité où vous avez peut-être 1000 habitants, vous allez construire une ligne de transport d'énergie qui coûte extrêmement cher. Vous allez construire des réseaux de distribution. Après, derrière, il faut de la consommation pour rentabiliser cet investissement, ce qui n'est pas du tout évident. C'est le genre d'investissements sociaux que le gouvernement porte. Quelquefois en s'endettant,
Et comme je dis, c'est là le coût financier. Vous ne rentrez pas, vous n'avez pas le retour sur investissement, et vous devez décaisser de l'argent pour rembourser. Oui, mais après enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où on met en place l'énergie, on met en place l'électricité, il y a des business qui se créent. Il y a aussi de l'argent qui va se créer derrière. Absolument. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ce fleuve a cette capacité d'alimenter quasiment toute l'Afrique, ça veut dire que le projet d'au moins alimenter les deux pays n'est pas très complexe. Enfin, ça reste complexe, ça reste un grand projet. La RDC est un pays qui est très grand. Bon, à côté, le Congo-Brazzaville, c'est beaucoup plus petit, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une bonne planification et qu'il y a les financements nécessaires, un projet comme ça peut se mettre en combien de temps? Si on veut mettre en tout cas la RDC et le Congo-Brazzaville, une distribution d'électricité partout, un projet comme ça, s'il y a la planification et les moyens financiers, ça peut prendre combien de temps pour se mettre en place? Bon, écoutez, je dis tantôt que je ne connais pas le contenu des études qui ont été réalisées, donc j'aurais du mal à me prononcer objectivement sur le sujet, mais je reste convaincu que la planification a été faite, même si on n'arrive pas à respecter toujours les délais du fait de certaines contingences qui arrivent. Les études, je n'en connais pas le contenu, mais ce que je sais, c'est que dans les échanges que j'ai avec d'autres ingénieurs en Afrique, des amis d'école, etc., il faut des coûts très très importants. Je crois que la Banque mondiale, à un moment donné, s'était intéressée à soutenir les études, à la fois tous ces projets-là. Maintenant, derrière, il faut vraiment pouvoir réunir les ressources qu'il faut. Et il faut que dans les études financières, les États ou les sociétés porteurs de ce projet-là aient la capacité d'emprunter, de rembourser, et de calculer donc le retour sur investissement. Tout ça, c'est des processus quand même qui prennent beaucoup de temps. Qui prennent du temps. Qui prennent du temps. Mais une fois que tout ça est acté, en termes de réalisation des travaux, bon, en fonction des types d'investissements que vous réalisez, des types d'infrastructures que vous réalisez, ça peut partir de 3 à 10 ans, en fonction de la planification que vous faites. D'accord, très bien. Une dernière question sur cette partie technique, et puis on va rentrer dans des questions, on va dire, un peu générales. Aujourd'hui, vous avez parlé justement de la formation que vous avez pu faire pour être ingénieur. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a un grand projet d'électricité en Afrique, est-ce que les Africains aujourd'hui ont cette capacité de pouvoir mener le projet du début jusqu'à la fin, ou vous pensez qu'il y a quand même encore une dépendance d'un point de vue d'ingénieur en question que j'aborde? Oui, alors ce qui serait bon, déjà il faut les ressources humaines bien formées, expérimentées, il le faut. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'assurance qu'en Afrique on ait comment dire, développer cette formation de base en termes de ressources humaines. Et puis, même quand ces ressources sont formées, il faut de l'expérience dans le développement de projet. Il y a beaucoup d'Africains, quand même, je crois que c'est une satisfaction, qui ont réussi à développer une expertise en matière d'ingénierie, de pilotage de travaux, etc. Il y a un autre problème qui est fondamental en Afrique, c'est le problème de confiance. Il faut que les Africains arrivent à aider les autres Africains à acquérir l'expérience nécessaire. Et se dire qu'on peut faire des erreurs quand on commence. Parce que, comme on dit, l'expérience vient de... Excusez-moi le terme, l'expérience est une somme de conneries. Plus vous échouez, plus que vous recommencez, vous pouvez acquérir un peu plus d'expérience. Parce que quand vous recommencez avec le retour d'expérience, vous évitez les erreurs que vous auriez commises. Il faut déjà que les Africains puissent aider les autres Africains à se développer. On a plus confiance dans les structures extérieures, chinoises, américaines, françaises, etc. Mais ces sociétés ont une pratique de longues années, depuis plusieurs années. Elles ont cette commis des erreurs, mais en tout cas, à chaque fois, elles ont pu... Elles ont une bonne maîtrise du sujet aujourd'hui. Une bonne maîtrise du sujet. Il faut que l'Afrique aussi arrive à cela, faire confiance à ses ingénieurs, leur confier davantage de responsabilités, de projets, qui leur permettent vraiment de monter en puissance. Je sais qu'il y a un certain nombre de cabinets africains qui arrivent à le faire, mais la bataille est difficile. Quand vous êtes africain, les gens pensent que vous n'avez peut-être pas suffisamment de recul en termes d'expérience. Vous n'avez pas mené des projets importants d'un certain niveau, parce que vous voyez les critères Banque mondiale, les critères BAD, quand ils financent un projet, je dis n'importe quoi, disons de 100 millions de dollars, on vous dira, si vous voulez compétir, il faut avoir réalisé des projets
quasiment du même type. Alors qu'en Afrique, vous n'avez pas tout des gens qui en ont réalisé. Voilà. C'est plus difficile. Il faut que petit à petit, en Afrique, on arrive à aider tous ces cabinets africains qui se créent, de manière à encourager des ingénieurs africains vraiment à se lancer dans cette voie d'ingénierie.